C'est très simple, prenons un cas concret qui est par exemple le temps d'attente à l'hôpital pour une prothèse de hanche. Il faudrait que pour tous les hôpitaux de France, on puisse consulter très rapidement et savoir quand est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous et avec quel chirurgien, de quelle qualité, etc. Donc c'est une sorte d'accès à l'information pour l'usager, pour le patient, pour celui qui a besoin d'un service public, qui doit être très facile, très clair et qui doit permettre à tout un chacun d'avoir les mêmes chances d'accéder au meilleur service public de la meilleure qualité possible. Chaque usager, selon ses besoins, doit pouvoir arriver à son service public, au service public de qualité, et avoir pour cela des données qui soient facilement consultables. Donc je reviens à l'exemple de l'hôpital. Si vous avez un très bon réseau, vous savez quel est le meilleur chirurgien, la meilleure clinique, le meilleur hôpital. Si vous n'avez pas un très bon réseau, vous ne savez pas où, par exemple, hospitaliser votre enfant. Pour les écoles, c'est pareil. Si vous avez un bon réseau, vous savez quelle est la meilleure école, vous savez quelle est peut-être la bonne classe qui fait, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, du russe ou du chinois et qui va permettre peut-être d'arriver dans les meilleurs élèves, de faire les meilleures prépas, etc. Donc il faut une meilleure information pour tous parce que cette information ouverte à tous sur le service public, elle va permettre aussi une meilleure égalité devant le service public. Et ça, c'est un souci pour chacun d'entre nous, que ce ne soit pas ceux qui ont les meilleurs réseaux qui accèdent aux meilleurs services publics. Finalement, on a souvent en France une idée d'un État ou de collectivités locales qui fournissent de plus en plus de services et interviennent dans de plus en plus de domaines. Et un des soucis de notre groupe de réflexion, de groupe numéro 1, c'était de revenir à cette idée de est-ce que finalement il y a des missions qui sont vraiment des missions de service public ou est-ce qu'il y en a certaines qui pourraient être faites par d'autres, et toujours dans cette idée de réfléchir de façon décloisonnée et imaginer par exemple que les services publics soient perpétrés par d'autres entités qui ne sont pas publiques parce que finalement ce ne sont pas des missions premières. Et moi, j'en reviens souvent aux missions régaliennes. Est-ce que c'est régalien? Est-ce que c'est pas régalien? Est-ce que c'est vraiment du domaine de la collectivité ou de l'État? Ou est-ce que ça pourrait être externalisé? Je crois que c'est ce qu'a expliqué très bien Laurent Baccar pour notre table ronde. Et donc, dans ces considérations-là de recentrage, il y a aussi une question de performance, d'efficacité, d'efficience du service en question et aussi de pouvoir réfléchir de façon très ouverte à qui est le meilleur pour gérer ce service public. Et ce n'est pas forcément un service public sous monopole avec des personnels sous statut, comme souvent on l'imagine en France. Tout ce qui est service public n'est pas forcément de la meilleure qualité possible ou forcément perpétré par un organisme totalement public. On s'est mis dans une démarche de réflexion autour de la question est-ce que les services publics sont à leur propre service ou est-ce qu'ils doivent être au service du client, du contribuable, du citoyen, de l'usager, quelque façon qu'on veuille l'appeler. C'est aujourd'hui une réflexion qu'il faut avoir un peu différemment en France. On a souvent l'impression, c'est ce que j'ai cité dans mon intervention tout à l'heure, c'est ce que dit le médiateur de la République, que l'administration est centrée sur ses propres contraintes, sur les contraintes de ses personnels. Et ça donne, par exemple, des heures d'ouverture qui sont en totale décorrélation des besoins des citoyens. L'exemple que j'ai cité, c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui est ouverte au maximum jusqu'à 15 heures. Évidemment, c'est très compliqué pour ensuite pouvoir venir rencontrer quelqu'un sur place alors qu'on travaille. Cette transparence, c'est un peu ce qu'a évoqué Séverin Naudet quand il a clôturé ce colloque, donc qui dirige la mission Etalab. Cette transparence, c'est tout simplement donner les informations. Je vais vous donner un exemple. On travaille à la Fondation IFRAP sur une comparaison école publique, école privée, sur le coût pour la société. Et on n'arrive pas à comparer des coûts pour deux collèges identiques. C'est-à-dire qu'on sait au niveau de la France à peu près les écarts de coûts, mais ce qu'on voudrait vérifier sur le terrain, on n'y arrive pas. Et on se rend compte qu'on n'est pas les seuls. Sur des questions de calcul sur la fiscalité, par exemple, sur les résultats liés à une nouvelle mesure fiscale, on a beaucoup de mal à obtenir des données. Les données sont très secrètement cachées. Et finalement, cette révolution Etalab qui est appelée sur l'ouverture des données publiques,
elle est fondamentale. Et on est très en retard en France. Derrière les discours, il y a aussi l'opérationnel, c'est-à-dire comment on fait pour que ça devienne réel. Le taux d'infection nosocomiale dans une clinique ou dans un hôpital, aujourd'hui, il n'est pas connu. Tout ça, ce sont des questions qui intéressent tout un chacun et qui finalement ne sont pas si accessibles que ça en termes d'information. Il n'y a pas que les contribuables ou les usagers ou les citoyens, il y a aussi les fondations comme la nôtre qui travaillent sur ces données publiques, et même au sein de l'État, il y a d'autres groupes de réflexion qui réfléchissent à l'évolution des politiques publiques et qui ont du mal à avoir des données. Donc là-dessus, cette ouverture des données, c'est aussi la transparence de la part de l'administration, de la part des services publics, pour montrer qu'ils sont bien au service du public. C'est-à-dire, ce n'est pas en cachant ces défauts qu'on réussira à résoudre en fait les problèmes qu'on a collectivement sur ces politiques publiques. On en parle parce qu'on est très sensible aussi à la question des dépenses publiques, du déficit, de la dette et finalement de ce qu'on va léguer aux générations futures. Et on voit bien qu'on peut responsabiliser aussi le citoyen. Et Christian Ledortz en a très bien parlé en disant qu'on pouvait très bien consulter, et même si ce n'est pas le cas de la majorité, il ne faut pas non plus exagérer, mais consulter 5 médecins pour la même pathologie dans la même journée. Et là-dessus, il y a cette responsabilisation, c'est-à-dire cette idée de combien je coûte au système. En santé, mais aussi en éducation, mais aussi, par exemple, l'utilisation des routes. Enfin, on pourrait citer énormément de services publics qui coûtent tous les jours à la collectivité et dont on ne connaît absolument pas le prix. La gratuité n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paie et chacun d'entre nous doit en être conscient. Malheureusement, on a souvent dit que, par exemple, la santé, c'est gratuit, l'école, c'est gratuit, l'université, c'est gratuit. Donc, tout est gratuit et au final, collectivement, on va payer une note énorme en termes de déficit. Donc, cette question-là de responsabiliser, c'est très simple. C'est, par exemple, vous sortez de l'hôpital, eh bien, on vous remet une petite fiche récapitulative de tous les coûts que vous avez générés. Ce n'est pas pour culpabiliser, c'est pour informer.